Généralement, la dépression, elle se manifeste en tout cas par une grande tristesse, si on peut dire ça comme ça. On se sent fatigué pour tout et n'importe quoi. On n'a pas d'envie, on ne sait pas ce qu'on veut. On est mou. On se sent en tout cas submergé par des émotions négatives et ça peut se ressentir dans le physique. Comme j'ai dit, on se sent très fatigué, on n'a pas du tout en tout cas envie même de vivre, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est parmi les symptômes en tout cas qui sont alarmants quand on arrive au point où on veut se donner la mort. Ça, c'est vraiment, on a beaucoup emmagasiné. Il faut savoir se connaître en fait. On doit être intentionnel quand il s'agit de prendre soin de nous-mêmes, de notre âme. Bonjour et bienvenue sur le NNP Podcast. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui commence. Une nouvelle personne avec qui on va parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur, autour de questions qui nous arrivent tous les jours, mais qu'on n'arrive pas à identifier, à avoir le vrai nom à mettre sur ce qui nous arrive personnellement. Et alors aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Divine. Karibu kwetu Divine. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu commencer par cette présentation qui te définit vraiment profondément? Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi? C'est pas toujours facile de parler de soi-même. Mon nom, c'est Kiswa Divine Deborah. Je suis médecin. Je travaille dans les questions je travaille dans la recherche en santé publique et je suis aussi promotrice de la santé mentale. Actuellement, je suis plus basée à Kinshasa, mais je suis mototo à Goma et je suis ici à la maison. Pourquoi le choix de la médecine? Alors, c'est une longue histoire, mais je pense que c'est plus la médecine qui m'a choisie parce que au départ, je voulais plutôt faire le droit et m'orienter dans la communication et tout ça. Mais on peut dire aussi que les parents y ont été pour quelque chose. Et quand j'ai commencé en médecine, je m'étais dit que si je n'échoue pas la première année, je vais continuer en médecine. Et je n'ai pas échoué. Donc c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à la fin. Mais je me rappelle que pendant tout le parcours, ça n'a pas toujours été facile. Notamment en troisième année, qui pour moi a été une année où il y a eu quand même beaucoup de bouleversements. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai aussi failli abandonner. Mais voilà, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, bon, je fonce, je continue. Et je veux dire que la médecine, c'était une orientation de parents ou comment ça t'a trouvé? Alors, c'est vrai que j'y pensais. Je pensais vraiment à la médecine parce que je me disais, je vais bien faire quelque chose que tout le monde qualifie de difficile. Alors, je me disais, bon, je vais me challenger, je vais faire la médecine. Mais c'est vrai que les parents, en tout cas, ils voulaient bien. Ils m'ont beaucoup poussé à ça. Et je me suis dit, bah, ok, je le fais. Mais dans ma tête, c'était pas vraiment le choix du cœur, si je peux dire ça comme ça. Et je pense aussi que tout au long de mon parcours, quand je me rappelais de comment je n'ai pas échoué en première année et que j'ai continué, je me suis dit, bah, ce que tu es faite pour ça, en fait, tu vas y arriver.
tu n'abandonnes pas. Et c'est comme ça, en fait, que je suis allée jusqu'au bout. Voilà. Tu as découvert ta passion tout au long de ces parcours-là. Oui, exactement. En fait, je me suis rendu compte que dans la vie, des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait, enfin, les choses dont on a besoin nous trouvent, en fait. Et il faut avoir assez de maturité, de sensibilité pour comprendre cela et se dire, bah, tiens, je n'aime pas tout dans la médecine, mais il y a des choses que j'aime bien dans la médecine. Je me suis aussi découverte des qualités, notamment la patience. J'ai pu patienter 7 ans et quelques mois supplémentaires pour finir et avoir ce diplôme-là. Donc ça, c'est quelque chose que je connaissais pas de moi-même. Et à part ça, il y a aussi le côté empathique et aimer les malades, savoir prendre soin des gens. Ça, c'est voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas que j'étais capable de ça avant de faire la médecine. Et voilà, c'est en fait à la fin peut-être que je me suis rendu compte que il y a vraiment des choses que j'ai développées aussi et qui me sont bénéfiques aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenue, je pense, une personne plus résiliente que je ne l'étais en étant plus jeune. Et je pense que ça, c'est vraiment des qualités qui vont me suivre et qui vont m'aider plus tard. Et tu as choisi les domaines dont tu as parlé de la santé publique, recherche En santé en publique. santé publique. Qu'est-ce qui a orienté ces choix dans ces parcours des études en médecine? Alors, ça par contre, c'est un peu compliqué d'expliquer. Parce que j'ai envie de dire que ça m'a également choisi. Parce que quand j'ai fini, en tout cas pour nous en médecine, quand tu finis, tu as un petit bagage en ce qui concerne la clinique. En santé publique, pas beaucoup. C'est juste une petite partie. En fait, tu vois, au Congo, le système éducatif en médecine, en tout cas, quand on finit, on est médecin généraliste. Et donc, on a des notions sur plusieurs sujets à la fois. Mais on se concentre un peu plus sur la clinique parce que c'est vraiment là qu'il y a un full package. Et alors, quand j'ai fini, j'ai cherché à aller en clinique, à commencer en clinique, notamment à partir d'un training, trouver un training, mais j'en ai pas trouvé. Et ça a été très difficile pour moi, en tout cas. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je n'en ai pas trouvé jusque-là. Et à chaque fois, peut-être que j'ai l'impression d'en trouver, il y a quelque chose qui se passe et je passe à autre chose et je m'oriente en santé publique. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai pu commencer à travailler dans un projet de recherche qui concerne la migration et les questions de santé. Et c'est pour une organisation, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Mais au départ, en tout cas, je n'y pensais pas et voilà. Quand tu parles des cliniques, là, c'est tout dans pas le Kotunenda, Tunisiwa. Et dit, ville et donc quand on parle de la clinique, ni hôpital, unaenda, taona médecin au bureau yake, il va te consulter, il va faire son examen général, tu vas faire des examens de labo et à partir de ça, il va poser un diagnostic et voilà, il va mettre le traitement en place. Donc c'est vraiment ça la clinique. Quand on parle de clinique, vraiment ni hôpital avec tous les départements qu'il y a à l'hôpital. Mais quand on parle de la santé publique, c'est beaucoup plus orienté dans la recherche et la santé communautaire et tous les sujets qui concernent la santé mais qui ne sont pas directement liés à l'hôpital. Bon, un peu, c'est vrai qu'il y a une partie qui est liée à l'hôpital, mais c'est beaucoup plus la gestion en fait de la santé dans la communauté et voilà, dans le pays, si on peut dire comme ça. Alors, Divine, après un moment, j'étais super intéressé par la question de la santé mentale, surtout dans un cadre personnel. Il fallait que je comprenne
exactement par moment des choses qui m'arrivent ou certaines situations qui nous arrivent aussi en tant que communauté. Récemment, peut-être l'année passée, les 2 années passées à Goma, on a eu à voir plusieurs cas des suicides et tout ça. Alors, j'étais trop curieux de savoir 2 fois qu'est-ce qui nous arrive. Et je suis arrivé à comprendre qu'il y a des choses qui nous arrivent et qu'on n'arrive pas à avoir exactement de nom ou des significations à donner à cela. Et j'ai découvert vos posts sur la santé mentale sur LinkedIn. Comment cette passion est arrivée où vous faites des recherches en santé publique, mais en même temps, je vous retrouve dans la santé mentale. Comment cela a pris forme chez vous? Ok, alors quand j'ai été dans ma dernière année de médecine, en médecine en fait on fait 6 ans de faculté et 1 année complète de stage à l'hôpital. Donc on est vraiment à l'hôpital pendant 12 mois. Alors mon université avait décidé que pour notre année, ils allaient commencer le système rotatif pour passer dans plusieurs hôpitaux à la fois et ainsi diversifier un peu l'apprentissage des médecins stagiaires. Donc, nous, on a fait 3 hôpitaux et il y avait un hôpital vraiment en milieu rural, très loin de la ville, et un autre hôpital en périurbain et un autre hôpital, l'hôpital général, qui est vraiment en ville. Alors, on a commencé, il fallait faire 6 semaines dans le grand hôpital, 3 semaines dans l'hôpital en périurbain et 3 semaines à l'hôpital rural carrément. Donc pour ceux qui connaissent un peu le sud Kivu, donc on était à l'hôpital général de Bukavu, on a été à Chiriri et à Katana, c'est vraiment au village. Alors quand on a commencé ça, le rythme était très pesant. C'était très difficile en tout cas et pour moi suivre ce rythme-là, c'était déjà que être tout le temps à l'hôpital, c'est vous enchaînez des gardes, vous avez des réunions, vous avez des présentations à faire, vous devez suivre vos patients et c'était vraiment beaucoup de choses à la fois en tout cas. Et moi à ce moment-là, j'étais intéressée à comprendre comment l'hôpital fonctionne et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne s'agissait pas seulement de nous, médecins stagiaires, mais même nos superviseurs, en fait. On voyait qu'ils étaient aussi fatigués, autant fatigués que nous, peut-être avec plus de pression parce qu'ils devaient être derrière nous, si on peut dire ça comme ça, et voilà, nous donner, nous apprendre, quoi. Alors, je me suis rendu compte que l'hôpital ne fournissait pas du tout de ressources en ce qui concerne la santé mentale. Donc, on pouvait voir que tout le monde était fatigué, tout le monde était en stress, tout le monde était irrité. Et c'était vraiment pas facile. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je me disais, mais on peut pas tenir longtemps, en fait, dans cet environnement. Et moi, pour déstresser un peu, je m'adonnais à l'art. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais quand je me sens un peu submergée. J'écris beaucoup. J'aime beaucoup la musique aussi. Et voilà, m'évader un peu dans la nature et tout ça, contempler. Et voilà, ça m'a beaucoup aidée en fait. Donc à chaque fois que j'avais des petits moments de répit, c'est vraiment ça que je faisais. Alors, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, si moi, j'en suis à ce niveau, qu'est-ce qu'il en est alors des autres? C'est-à-dire que tout le monde vit ça, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Tu pouvais voir ton collègue venir le matin, être fâché, n'a pas envie de parler à quelqu'un. Tu te dis, oui, qu'on a ma problème, gani, ou nini. Donc,
Mais après, tu te rends compte que chacun a sa façon d'exprimer, mais on n'a pas du tout eu cette éducation-là où on parle vraiment des choses qui nous touchent et qui sont sensibles, qui nous font mal et tout ça. Donc, c'est aussi quelque chose, en tout cas, qui m'a beaucoup tiqué parce que on n'en parle pas. Et moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de commencer à parler de la santé mentale, de sensibiliser tout simplement. Mais après, je me suis dit, comment je vais faire parce que je n'ai pas une organisation, je n'ai pas d'argent. Je ne suis qu'une apprenante en médecine et je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est assez accessible aujourd'hui et les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux et on peut se rendre compte que la plupart, en tout cas des jeunes, traversent comme ça des moments difficiles et ne comprennent tout simplement pas. Alors, c'est comme ça que j'ai créé une plateforme sur Instagram qui s'appelle Mounia. Et à la base, je savais pas exactement comment je voulais orienter toutes les idées que j'avais. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé tout simplement à écrire, à prendre les écrits qu'il y a dans mon téléphone, dans mes notes, dans mon journal. Et c'est comme ça que je commençais à faire des petits posts. Et au fur et à mesure, j'ai quand même réalisé qu'il y a eu de l'engagement. Il y a des gens qui venaient dans mon inbox, me parlaient, me disaient « Ah, c'est très bien ce que tu fais, continue. En tout cas, il faudrait que quelqu'un en parle puisque c'est un sujet qui est encore assez tabou dans notre communauté. » Et donc, c'est vraiment parti de là. Et l'élément déclencheur, en tout cas, que je peux dire, c'est vraiment de moi-même en être arrivée à un niveau où je n'étais pas du tout bien pendant que j'étais au service des autres. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup tiqué. Je me suis dit, si je n'en parle pas, bon, je sais pas, je voyais pas autour de moi des gens qui en parlaient, donc je me suis dit moi je vais le faire alors et on verra ce que ça donne et petit à petit j'avance et je continue. Donc ça a commencé que sur Instagram et après j'ai commencé à mettre cela sur ma page personnelle LinkedIn et c'est parti de là et je suis encore en train d'y aller tout doucement et de faire mes pas. Alors ça c'est vraiment très bien que toi tu as pu découvrir cette maladie, si je peux le dire. Oui. Beaucoup d'entre nous ne pensent pas que ça peut être une maladie. Donc, dans mon cas, est-ce qu'il y a tout qu'on a méchant et tout ça, et tu ne sais pas pourquoi. Comment on peut arriver à détecter, c'est dire là, c'est déjà une maladie. Parce qu'à un moment donné, on pense que une maladie mentale n'y va foutre en quoi, quelqu'un est à la santé mentale, là on s'est dit non, lui ça ne va pas déjà. Mais comment nous on peut savoir que c'est déjà une maladie, bien que ça ne nous a pas encore arrivé à ce stade où on enlève les habits, où on commence à courir dans la rue? Alors, je vais déjà nous mettre dans le contexte. Alors, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis médecin généraliste. Et dans les notions générales que j'ai eues, de ma base, en tout cas dans ma formation médicale, je sais les symptômes, je connais un peu de manière générale quand on parle des problèmes de santé mentale. En tout cas, les problèmes les plus fréquents, on parle de dépression, on parle d'anxiété, on parle de phobie sociale, on parle de syndrome post-traumatique. Ça, on peut dire vraiment que c'est les maladies phares, les maladies les plus fréquentes en tout cas. Alors,
généralement, la dépression, elle se manifeste en tout cas par une grande tristesse, si on peut dire ça comme ça. On se sent fatigué pour tout et n'importe quoi. On n'a pas d'envie, on ne sait pas ce qu'on veut, on est mou, on se sent en tout cas submergé par des émotions négatives et ça peut se ressentir dans le physique. Comme j'ai dit, on se sent très fatigué, on n'a pas du tout en tout cas envie même de vivre, si on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est parmi les symptômes en tout cas qui sont alarmants quand on arrive au point où on veut se donner la mort. Ça, c'est vraiment, on a beaucoup emmagasiné. Alors, donc, il faut savoir se connaître en fait. Il faut apprendre à se connaître. De la même manière, en fait, que on apprend à savoir ce qu'on aime pour notre alimentation, par exemple. Je prends un exemple simple. Par exemple, toi, tu sais qu'il y a des fruits ou des légumes que tu n'aimes pas, ou une nourriture que tu n'aimes pas, ou qui ne te fait pas du bien, ou qui, non seulement ne te fait pas du bien à ton corps, mais aussi ça ne te fait pas plaisir comme tel, et tu t'en éloignes, tu n'en consommes pas beaucoup. Par exemple, si tu as un problème d'estomac et que tu sais que si tu prends des aliments acidulés, ça va encore empirer, tu évites ça. Donc c'est un peu comme ça qu'on devrait voir le bien-être mental. On doit être intentionnel quand il s'agit de prendre soin de nous-mêmes, de notre âme. Et moi, je pense que c'est plus cette culture-là qu'on n'a pas, parce que on fait fi, en fait. Tu es stressé dans ton travail, tu emmagasines, on t'a mal parlé, tu emmagasines. Tu gardes trop plein de choses et après ça fait comme un effet boule de neige, ça te retombe en fait sur toi et après tu sais plus trop comment gérer. Donc moi je pense en tout cas que la première étape c'est savoir se connaître, apprendre vraiment à se connaître, à se découvrir et aussi à s'éduquer, à prendre soin de soi-même. Et ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est vraiment important parce que, comme tu as su bien le dire, c'est que personnellement, il y a pas mal d'éléments que tu as cités où j'essaie de me retrouver. Tu sais que tu aimes faire quelque chose, mais au bout d'un moment, tu n'arrives pas à le faire. Tu n'as plus ces goûts-là, tu poireautes. Yeah. Tu n'as plus cette force-là de travailler, d'accomplir quoi que ce soit. Tu n'as pas envie d'avoir d'interaction sociale élargie ou, je sais pas, tu es là, tu n'as envie de rien, tu n'as envie de personne. Et ça, c'est parmi les éléments phares. Quand tu commences à avoir ça, dis-toi que je commence à être malade. Et des fois, c'est difficile peut-être aussi à découvrir, à se dire non, qu'est-ce qui m'arrive finalement. Comme tu as dit, il faut être conscient de soi-même, savoir se connaître. Et quand tu commences à avoir des changements dans ta façon de vivre, de te comporter, de voir les choses, c'est là qu'il faut avoir peut-être des lignes rouges ou de... Exactement. Oui. Oui. Et bien sûr, je me rappelle, tu as parlé de quelque chose quand tu te sentais submergé. Tu as des habitudes que tu as développées, par exemple écrire, dessiner et tout ça. Mais à un moment donné, on se retrouve aussi dans des situations qui aggravent notre condition. Quels sont peut-être les éléments les plus malsains possibles que tu aies à voir les gens peut-être prendre comme habitude quand ils sont dans des conditions de dépression, d'anxiété Ok, alors... Dans les recherches peut-être que tu as eu à faire. Oui.
Ok, je vois, je comprends très bien et merci d'ailleurs de parler de la recherche. Alors quand j'ai commencé à sensibiliser sur la santé mentale, j'avais fait un petit sondage. Alors j'aime bien faire les sondages, j'aime bien faire ça. J'avais fait un petit sondage. J'avais demandé aux médecins. En tout cas, c'était que les professionnels de santé. Je demandais qu'est-ce que eux, est-ce qu'ils pensent que on a besoin des ressources en santé mentale à l'hôpital? Comment comment ils voient cela? Jusqu'à quel niveau ils pensent que c'est important et comment on pourrait orienter cela en tout cas. Donc j'avais fait un questionnaire et les gens répondaient, les médecins répondaient. Alors dans ce questionnaire-là, on pouvait voir en tout cas que la plupart se sentaient concernés. Et je me rappelle une des questions que j'avais mise là-dedans, c'était de savoir est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de ressources en santé mentale, pour la santé mentale, en tout cas à l'hôpital, est-ce que ça leur a... ça a fait en sorte qu'ils développent des addictions, par exemple, ou voilà des habitudes négatives qu'ils n'avaient pas avant. Et il y en a, oui, en tout cas, qui ont dit qu'ils se sont donnés à l'alcool, certains aux drogues. Et ça m'a quand même tiqué. Et donc, on peut voir des habitudes changer. Et ça revient à ce que j'ai dit. En tout cas, il faut savoir se connaître. Mais aussi, je pense qu'il faut être bien entouré et avoir autour de nous des personnes qui peuvent nous dire, écoute, là, tu fais pas bien. Là, tu es en train de changer. Là, tu es en train, en tout cas, d'aller à côté. Donc, moi, je pense que ça, c'est aussi important. Mais déjà, de savoir soi-même se dire stop. Je ne vais pas aller dans ce sens. Je ne veux pas prendre ça parce que je me sens mal. Je ne vais pas prendre de l'alcool parce que je me sens mal à l'excès, parce que je me sens triste, par exemple. On le voit, il y a des personnes qui sont devenues alcooliques et à chaque fois, quand ils redeviennent sobres, ils se rappellent de leur tristesse, en fait. C'est que c'est pas ça qui résout le problème. Il faut comprendre ce qui se passe pour soi-même, chercher de l'aide et voilà, améliorer en tout cas ces conditions. En parlant de l'aide, mais aussi en parlant de soutien, être entouré des gens qui nous aident, est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de structures d'aide liées à la santé mentale? Mais aussi, est-ce que notre communauté est réceptive? Est-ce que des fois, ils se posent la question de savoir cette personne va bien ou pas? Alors, c'est vrai que ça, c'est vraiment parmi les défis qu'il y a quand il s'agit de ce sujet-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de stigmatisation en ce qui concerne la santé mentale. On attribue les problèmes d'âme, en tout cas à la sorcellerie. On parle de plein de choses. Et ça, c'est vraiment un problème culturel, communautaire, éducatif aussi. Donc, il y a pas beaucoup d'informations aussi par rapport au sujet. Les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas. Et voilà, quand on ne comprend pas quelque chose, on y attribue quand même une explication. Et cette explication-là peut être biaisée, mine de rien. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir dans les structures, par exemple, religieuses, une personne va afficher certains comportements et directement, on va penser à la sorcellerie, par exemple. Alors que ce n'est peut-être pas le cas. C'est peut-être juste une personne qui a vraiment un syndrome post-traumatique. Cette personne, peut-être qu'elle a vécu quelque chose d'horrible et que, voilà, elle réagit tout simplement et ressort ses émotions. Donc ça, c'est vraiment un grand problème. C'est vraiment un grand défi. On ne comprend pas le sujet.
Je crois que même en famille. Hein, même en famille. Quand on commence à changer, c'est toi chalogué. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça quand l'enfant, par exemple, n'est plus très social, n'est pas très présent en famille, se retire très souvent. On va penser vraiment à beaucoup de choses et on ne va pas penser premièrement à qu'est-ce que cet enfant est en train de vivre qu'on a loupé, par exemple. Donc, il y a vraiment ça. Et je pense aussi pour la question de ressources, et il n'y a pas beaucoup de structures, qui aident, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de structures qui mettent aussi en condition les spécialistes de la santé mentale afin qu'ils puissent aider les gens, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes déjà en santé mentale. Il n'y a pas beaucoup de structures. L'État ne dispose pas de beaucoup de ressources pour ça. Et donc, c'est vraiment un domaine dans la santé qui est très délaissé ici dans notre pays, il faut le dire en tout cas. Yeah. Et je crois que avec ça, il est très important qu'on soit tous conscients que c'est quelque chose qui est réel. Parce que s'il faut même compter, il y a pas mal de gens, c'est triste, hein, c'est vraiment triste. Quand tu as par exemple une histoire où vous avez peut-être un mort, mais quand on te raconte l'histoire de cette personne, c'est que la personne est peut-être morte dans sa maison il y a 1 semaine, 3 jours, et que c'est après 3 jours qu'on est en train de se dire, voilà, après 3 jours que peut-être sa famille ou ses amis commencent à chercher, on le retrouve dans sa maison sans vie. Ça veut dire que pendant 3 jours, 1 semaine, il n'y a personne qui se posait de question de savoir où tu quoi. Si, c'est vraiment triste. Yeah. Et quand il y a des cas comme ça qui arrivent, ça veut dire que la communauté n'est pas consciente que des fois, il y a des gens qui souffrent en silence. Exactement. Et quand on n'a pas l'habitude de peut-être avoir les nouvelles de nos proches, comprendre pourquoi ils ne sont pas présents, comme tu l'as dit, c'est très compliqué. Ouais. Dans un contexte où on n'a pas assez de ressources pour peut-être encadrer ou aider les gens, le proche, je crois que nous devons être conscients et jouer ces premiers rôles à la base. Oui. On doit être très conscient de cette question, de se dire, voilà, il faut quand même voir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui nous entourent. Comment ils changent, pourquoi, par exemple, mon ami commence à trop boire, pourquoi il commence à trop fumer et tout ça. Peut-être avant de juste les juger, il faut comprendre ce qui ne va pas. Exactement, et pour renchérir un peu à ce que tu es en train de dire, c'est qu'on doit vraiment apprendre à créer une communauté bienveillante. C'est très important et on doit avoir le souci de l'autre, le souci d'aller bien, le souci que tout le monde va au mieux, en tout cas, de pouvoir aider. Et ça, s'il faut même le voir d'une manière globale, c'est que même, en fait, le système en général, il est très différent, en tout cas, par exemple, dans d'autres pays qui sont un peu plus avancés par rapport à nous, parce que nous, on n'a pas un aperçu préventif, on a vraiment un aperçu curatif sur le sujet. On attend qu'il y ait déjà les faits pour guérir, alors que en amont, il faut savoir que pour que je n'atteigne pas un stade de dépression, pour que je ne développe pas la dépression, je dois prendre soin de moi au quotidien. Je dois bien m'entourer. Je dois être intentionnelle, comme je l'ai dit, à ce que j'aille bien. Et ça, c'est un travail non seulement qu'on doit le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. On doit être là pour les autres.
parce que il ne faut pas toujours attendre que la situation soit grave pour agir. Ça ne sert vraiment pas à grand-chose et on peut voir maintenant les conséquences et on n'avance pas comme ça. Essayons de revenir sur la plateforme que tu as créée, Mounia. Quel impact tu voulais avoir à travers cette plateforme-là? Ok. Alors, déjà, quand je l'ai créé, en tout cas dans ma tête, c'était, voilà, je vais juste sensibiliser, je vais parler de ce sujet. Mais au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure aussi que j'entends les autres, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je voie au-delà de ce que je m'étais déjà mis comme limite. Et je voudrais vraiment, en tout cas, que aujourd'hui, Mounia sorte du cadre digital, tout simplement, et que ce soit vraiment de la sensibilisation physique. Et ça, c'est, je dirais, vraiment l'objectif le plus proche, en tout cas, pour Mounia. Et à part ça, je voudrais bien en tout cas que on aille dans l'éducation, en tout cas en ce qui concerne les sujets de la santé mentale, et ça que ce soit pas seulement limité aux facultés de médecine ou aux professionnels de santé, que ça s'étende en tout cas au-delà et que ça aille même dans les structures d'éducation en général et aussi dans les structures où il y a vraiment les besoins qui sont alarmants. Et quand je dis ça, je vois vraiment les personnes qui vivent dans des centres de réhabilitation par exemple ou dans les orphelinats et ça serait vraiment génial pour moi et ça c'est beaucoup plus ça qui me tient d'ailleurs à cœur. Et voilà, au fur et à mesure que j'avance, je pense que les choses vont bien se clarifier aussi et on va aller le plus loin possible. Et ce que je peux dire vraiment, le plus grand goal, ça serait vraiment de faire un bon plaidoyer pour arriver quand même à influencer les comment on appelle ça? À influencer les politiques, en tout cas de santé mentale en RDC, à pouvoir faire en sorte que ça soit parmi les sujets prioritaires quand on parle de la santé dans notre pays. Parce que vraiment dans notre pays, on a besoin de ça. On a besoin de prendre au sérieux ce sujet-là. On peut bien voir que notre pays a vraiment vécu beaucoup de choses, que ce soit seulement pas à l'Est. Mais quand on va dans les autres villes, on se rend compte que chaque ville a peut-être sa particularité, chaque région connaît aussi ses problèmes et tous ces problèmes-là, ces faits sociaux et ces problèmes environnementaux nous affectent d'une manière ou d'une autre. Donc on a vraiment besoin de ça. Par exemple, à Kinshasa, tu as écrit sur comment les embouteillages affectent notre santé mentale. Oui. J'ai vraiment eu une expérience un peu compliquée avec la ville de Kinshasa. Moi, c'était la première fois que j'y aille. Et vraiment, c'est une ville folle, en fait. Et ça m'a beaucoup traumatisée. Et voilà, je me suis dit... Les problèmes qu'on a dans la société, il faut aussi les aborder d'une manière scientifique. Je pense que c'est aussi intéressant comme ça et ça donne vraiment l'effet. On peut voir en fait l'impact que ces problèmes-là ont sur nous. C'est comme ça que j'ai d'abord écrit l'article, mais après c'est une étude que je fais pour comprendre jusqu'à quel niveau ces embouteillages-là ont un impact sur les individus, sur les Kinois en général, sur les personnes qui y vivent chaque jour, sur les personnes qui travaillent là-bas chaque jour, ou même sur les personnes qui viennent juste en touriste. Et voilà. Et c'est peut-être visible aussi par l'irritation des gens.
tout le monde est Oui. fâché, tout le monde crie sur Mais tout le vraiment, monde. il y a vraiment, c'est horrible en tout cas. Tu peux passer 4 heures dans les embouteillages et tu es fatigué, tu vas au travail, tu arrives fatigué, tu passes une journée, tu n'es pas concentré dans ce que tu fais. C'est vraiment compliqué en tout cas. Et quand tu penses à retourner à la maison, c'est unaogopa tu kwanza, unajiambia mi nachoka déjà na hauyafika hata. Donc et quand tu te rends compte que le lendemain tu dois vivre ça encore et ainsi de suite et vraiment ça te crée vraiment des soucis quoi. Alors, pour toutes ces personnes-là qui se sentent à un moment donné submergées, peut-être commencent à avoir des habitudes changées ou peut-être avoir des préférences, nasikia tunaanza penda lala sana et tout ça, c'est quoi le conseil que tu peux donner pour essayer d'une manière ou d'une autre de s'en sortir? Alors, ce que moi je conseillerais, c'est de savoir se dire stop à soi-même et savoir se dire là vraiment je pense que j'atteins mes limites ou je suis vraiment en train d'arriver à mes limites, de s'arrêter un moment, de se poser et d'accepter qu'on ne va pas bien. Ça, je pense que c'est l'étape la plus difficile aussi et c'est la plus compliquée. Il faut vraiment savoir ses limites et chercher de l'aide après. Chercher de l'aide, parler à des personnes de confiance, surtout, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, c'est pas très facile d'avoir des personnes qui peuvent nous soutenir, vraiment nous soutenir et nous prendre à cœur. Voilà. Donc vraiment, si on a ces personnes-là, c'est l'idéal. Ça aide en tout cas. Et pour ces personnes-là, à qui on parle, moi, je conseillerais de faire à la limite de ce que vous pouvez donner. C'est-à-dire, si je viens vers toi et que tu es une personne de confiance, pour moi, je te dis, écoute, je suis en train de vivre X, Y chose. N'essaye pas de faire de trop. N'essaye pas de comment je peux dire ça. En tout cas, il faut pas essayer de faire au-delà de ce qu'on peut faire. Si il faut aider à la limite. Donc, si je peux être là pour toi, je vais être là pour toi. S'il faut que je t'oriente pour un bon suivi, c'est mieux en tout cas. C'est mieux. Donc, moi, c'est vraiment ça le conseil. Soyez intentionnel, apprenez à vous connaître, sachez quand est-ce que vous n'allez pas bien, trouvez de l'aide, surtout c'est très important et que votre bien-être mental soit vraiment une priorité de chaque jour parce que c'est vraiment un travail constant, hein. C'est pas voilà, période Nikona quand même je prends soin de moi, à une autre période je me relâche. Donc non, il faut vraiment être intentionnel. C'est vraiment un travail de chaque jour, chaque moment, prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi. En tout cas, merci beaucoup, surtout sur cette question de partage. À un moment donné, on arrive à trouver exactement ce qui ne va pas, qu'on arrive à mettre les mots sur le mot. Yeah. C'est vrai. Quand on arrive à expliquer exactement, c'est là que ta tête commence à comprendre, je ne vais pas bien. Exactement. Et à un moment donné, je crois qu'il faut accepter quand on ne va pas bien. Ouais. Surtout dans le milieu professionnel, c'est très important de signaler que tu ne vas pas bien. Parce qu'on ne va pas te tuer. Tu vas jouer les super-héros. Et puis après... tu n'es pas productif au travail. Et voilà, c'est tout le monde qui paye en fait les frais de ça. Donc il faut savoir dire non, je ne vais pas bien. Être ouvert. Ça pourrait peut-être aussi trop dévoiler comme tu l'as dit. Mais quand même dire non, ça ne va pas.
Mais aussi à ceux qui travaillent avec toi, c'est très important aussi de comprendre que la personne ne va pas bien. Et de ne pas peut-être juger, mais quand même accepter, donner à l'autre le temps de sentir ce que son corps a envie de sentir. Parce que le corps, à un moment donné, de s'exprimer. Exactement. Et il faut laisser le corps s'exprimer et donner à quelqu'un le temps de guérir. Des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est rapide. Exactement, et chacun a son fuseau horaire, comme on aime bien le dire. Donc, allez-y à votre rythme. Ne vous pressez pas, ne soyez pas très dur envers vous-même. En tout cas, il faut prendre le temps pour soi, faire ce qui nous fait plaisir. Et voilà, vraiment, prendre vraiment soin de soi-même. C'est très important. Oui. Surtout aussi, peut-être, penser à des habitudes qui sont saines. Parce qu'il y a d'autres habitudes, quand on essaie de prendre, ça devient très addictif. Et quand il faut en sortir, ça devient aussi un autre problème. Ouais. Je connais beaucoup de jeunes, bien sûr, on est tous stressés et tout ça. Mais après, tu retrouves, il est devenu complètement alcoolique. Et après, peut-être, c'est la mort qui s'ensuit. Parce qu'il va développer des maladies à 2 fois et tout ça. Il y a d'autres que je connais. Peut-être il s'est donné à trop fumer. Et à chaque fois, ma santé mentale. Donc, ce sont des habitudes qui ne sont pas très saines. Quand tu commences à avoir des soucis comme ça, essaie d'en parler. Peut-être qu'on va te guider. Va voir tel, va voir tel. Ou fais ceci, ne fais pas ça. Exactement. Ouais. C'est très important en tout cas. Sinon, quels sont tes projets à venir dans cette question de sensibilisation autour de la santé mentale, que moi je t'encourage d'ailleurs, parce que c'est peu de personnes qui arrivent à s'intéresser à cette question. Vraiment très peu. C'est pourquoi moi j'étais très enthousiaste, très intéressé à avoir cette discussion avec toi, parce que c'est très important que les gens arrivent à comprendre que c'est quelque chose de réel et que ça nous affecte tous. Que ce soit ici où on a plusieurs problèmes liés à l'insécurité, liés au déplacement de la population, que ce soit à Kinshasa où il y a aussi des pressions sociales, des pressions économiques. C'est très important d'être conscient que le problème de santé mentale est réel. Alors, c'est quoi où est-ce que tu veux aller? Quels sont le projet que tu mets en place déjà pour avancer? De temps que je suis ici, je veux bien travailler peut-être avec une association qui œuvre dans l'humanitaire et travailler un peu sur un projet qui concerne les déplacés de guerre et savoir un peu jusqu'à quel niveau ils ont des ressources liées à la santé mentale, jusqu'à quel niveau il y a un suivi pour eux, parce que en tout cas, actuellement, je pense que c'est les plus affectés, si on peut dire ça comme ça. Et je sais qu'il y a peut-être de l'implication quand il s'agit de donner de la nourriture, leur fournir de l'eau, quelques soins médicaux. Mais je n'en sais pas grand-chose, en tout cas, de ce qu'il en est de la santé mentale, en tout cas de leur état. Et donc, ça, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur pour le moment. Et voilà, je pense que c'est le seul que je veux bien dévoiler pour le moment. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris de passer chez nous pour cette discussion. Et nous, on ne continue qu'à vous encourager dans ce que vous faites. Et on pense que, voilà, ça... On va essayer de faire peut-être tout ce qu'on peut
pour accompagner vos initiatives ou peut-être en parler autant qu'on peut, parce que c'est une question de sécurité nationale, comme les disent les Américains. Je crois que c'est la santé nationale, ça concerne le Congolais. Je crois qu'on doit tous être impliqués et voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, dans notre entourage, dans nos familles. Exactement. Sinon, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci. Alors, c'est la fin de ce NNP podcast de cette semaine. On a été avec Divine Kiswa, qui est médecin et beaucoup plus dans la recherche en termes de santé communautaire. On s'est dit à la semaine prochaine, surtout prenez très bien soin de vous parce que ça compte, on a besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. Assurez-vous que vous êtes très bien portant parce que on doit accomplir énormément de choses. La semaine prochaine pour d'autres histoires dans le NNTP.